Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. J'y sais plus rien. Si ton bonheur Dieu, ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. Voyez oui, et puis y a des chicha, toi ou t'es t'es malo. Courage de mener pas loin par toi. Courage de mener pas loin par toi. Mesdames et messieurs, chers amis d'Afrique, mais surtout de la Côte d'Ivoire, je voudrais, à l'occasion de cette nouvelle année 2018, vous souhaiter mes vœux les meilleurs, de très bonne santé, de prospérité et de bonheur, mais surtout de sagesse, parce que l'Afrique s'embrase, la Côte d'Ivoire également s'embrase, même si en apparence ce pays donne l'impression d'une émergence, dit-on, dans le fond, la Côte d'Ivoire a d'énormes difficultés. Mais c'est également pareil pour l'Afrique. Et donc je voudrais, en tant que militant des droits de l'homme, président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, la FIDOP, mais également en tant que président de GRAD Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Je voudrais, mais aussi en tant que vice-président de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est une nouvelle coalition que nous avons mise en place, qui est présidée donc par le professeur Georges Armand Ouagnet. Donc EDS qui est une coalition de partis politiques ivoiriens, mais également de mouvements de la société civile. Et donc, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous ces amis, à tous ces camarades de combat, de lutte pour l'Afrique, mais surtout pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Je voudrais donc que 2018 nous apporte beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse pour affronter les problèmes qui se posent à nous. S'agissant de l'Afrique, par exemple, 2017 a été une année très difficile pour notre continent. Notre continent a été secoué par des crises majeures, mais la réaction a été de taille. Je voudrais en citer quelques-unes au niveau de ces crises-là. La première grande situation que notre continent a vécue, a connue, c'est quand même la traite des migrants noirs là-bas en Libye. Ça a été une situation mais déshumanisante et humiliante en tant qu'Africains. Parce que nous avons fait des études, nous savons ce que nos ancêtres ont vécu dans la traite négrière, nous avons vécu la colonisation, et aujourd'hui, au XXIe siècle, à notre ère, des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés, des Camerounais vendus par qui? Par des Africains en Libye. C'est choquant et c'est humiliant. Mais il faut se réjouir de la réaction des jeunesses africaines. Et en cela, je voudrais saluer notre frère noir, même s'il est des Antilles. Je voudrais saluer Claudiciard pour tout le travail qu'il a abattu, parce que c'est à partir de lui, son indignation sur les réseaux sociaux qui a embrasé, qui a allumé l'Afrique. Et je pense que la réaction a été belle. Parce que depuis que cette chaîne de télévision américaine, CNN, a montré ces images, je pense que chaque Africain a tressailli au-dedans de lui-même. Et donc je voudrais saluer le travail que nous avons abattu, parce que nous avons montré au monde entier, mais principalement aux Occidentaux, que ce que nos ancêtres ont vécu hier, aujourd'hui, nous, les jeunesses nouvelles d'Afrique, on ne peut pas le tolérer aujourd'hui. C'est vrai que le président Macron a vu juste en disant là-bas au Burkina Faso, précisément le 27 novembre 2017, que non, ce ne sont pas des Blancs qui esclavagisent des Noirs, mais ce sont des Noirs qui le font. C'est vrai. C'est pour cela que j'ai parlé tantôt de sagesse et d'intelligence. Mais en même temps, c'est trop facile
l'Occident ne peut pas se dédouaner aussi facilement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien l'Union européenne qui a décidé de freiner l'immigration vers l'Europe. Et en ce moment-là, ils ont envoyé de l'argent aux passeurs, hein, aux terroristes libyens pour pouvoir freiner le flot des migrants vers l'Europe. Et donc tous ces milliards-là ont été donnés à ces bandits, à ces terroristes pour leur dire quoi? Faites-en ce que vous voulez, mais débrouillez-vous qu'ils n'arrivent plus en Europe. Donc quelque part, oui, c'est l'Europe. Oui, c'est l'Occident qui a activé ce réseau d'esclavage des Noirs. Et c'est pour cela que nous l'avons condamné hier. Et c'est pour cela que nous le condamnons aujourd'hui. Et en tant que militants des droits de l'homme, je pense qu'au XXIe siècle, on ne peut pas dire que nous sommes des êtres évolués et continuer de vendre des êtres humains. Et je pense que nos chefs d'État ont pris leur part de responsabilité. Mais je suis très fier parce que les jeunesses africaines ont pris conscience et désormais, nous allons nous mobiliser davantage pour que l'Afrique qui arrive demain soit différente de celle qui aujourd'hui continue de croupir sous l'impérialisme occidental. La deuxième situation qu'il me plaît d'évoquer et que je voudrais aussi condamner, c'est quand même ce grand combat que nous avons mené pour la lutte contre le franc CFA. Cette monnaie coloniale que nous héritons aujourd'hui et que nous continuons d'utiliser aujourd'hui, qui n'avait même plus de valeur. Parce que vous prenez un franc CFA, vous arrivez dans n'importe quel pays d'Europe, on ne peut pas le changer. Le franc CFA n'a de valeur qu'en Afrique, et principalement parmi les 14 pays africains qui l'utilisent, et ceux aussi de l'Afrique centrale, ouest africain et Afrique centrale. À la vérité, je pense que il y a cette image qui nous a tous choqués. Un jeune noir, c'est vrai qu'il est français, mais qui se rend au Sénégal, qui décide dans sa mobilisation contre le franc CFA de brûler un billet de 5 000 francs. Je parle de Kémy Séba. Mais très vite, on a vu les relents de la France-Afrique, hein, nos chefs, les préfets africains, rapidement embarquer Kémy Séba et le rapatrier en France. Je voudrais dire ceci. Les jeunesses africaines n'ont rien contre la France. La France nous a colonisés, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes à une époque où les brassages culturels se font, donc on n'a rien contre les Français. Mais de grâce, permettez à l'Afrique de se développer, de prendre son destin en main. Nous avons parlé d'autodétermination de nos nations. Nos nations sont indépendantes. Nos pays sont indépendants. Mais laissez au moins l'Afrique assumer sa souveraineté. Le problème, il est là. Aujourd'hui, on se plaint de ce que les Africains, les jeunes Africains meurent sur la mer en venant en Europe. En même temps, je voudrais dire, si vous voulez que l'immigration cesse, si vous voulez que le chômage cesse en Afrique, si vous voulez que l'Afrique cesse de faire pitié, ce n'est pas compliqué. Laissez les Africains prendre leur destin en main. C'est le message que le combat contre le franc CFA, comment dirais-je, nous fait retenir simplement. Donc, le même président français, Macron, disait encore au Burkina Faso que non, lui, en tant que la France serait prête à laisser les Africains prendre leurs responsabilités s'ils veulent, etc. Et voilà. Très bien. Ça veut dire que la balle est désormais dans le camp des chefs d'État africains. Et si les chefs d'État africains ne veulent pas le décider, il appartient aux peuples africains de les y contraindre. Et justement, dans le prolongement, je termine sur le dernier point qui fait révolter l'Afrique aujourd'hui, depuis 2017, et donc qui continue, c'est la visite du président Macron au Burkina Faso. Je parlais la date du 27 novembre 2017. Et en même temps, on a continué avec le sommet Union africaine, Union européenne qui s'est déroulé donc les 28 et 29 novembre 2017 à Abidjan. Je pense que ce qui s'est passé au Burkina Faso était encore très dégradant et très humiliant. Et je pense que le président Macron en a pris toute la mesure. Parce que nos chefs d'État, ce sont des chefs d'État, au même titre que les chefs d'État occidentaux. Et je pense que l'humiliation, la gifle qu'il nous a brandi au Burkina Faso, normalement il lui fallu qu'il présentât des excuses publiques. Et on espère que cela arrivera. En tout cas, sur le volet Afrique, voilà un peu ce que je voudrais pouvoir dire. Dire que l'Afrique est en train de faire son chemin, nos États africains font leur chemin, et les jeunesses africaines doivent se mobiliser davantage. Et je pense que 2018 sera encore
un challenge pour nous, pour dire à l'Occident, pour dire au monde entier que l'Afrique nouvelle est en marche. S'agissant maintenant de l'aspect politique, parce que en réalité, lorsque je présentais mes vœux aux Ivoiriens, c'est surtout le volet politique qui m'a inspiré à parler de sagesse. Un peu comme le roi Salomon demanda à Dieu de lui donner, en tout cas, cette valeur-là. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe au plan politique? Au plan politique, on ne va pas passer tout notre temps parce qu'on connaît la situation qui prévaut dans notre pays. Depuis que M. Ouattara est arrivé, il a verrouillé tous les leviers de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pratiquement un régime totalitaire. Et c'est pour cela que les indices d'un régime dictatorial sont sur la table. L'opposition ne peut pas s'exprimer. L'opposition est bâillonnée. Les libertés publiques sont verrouillées. Il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de meeting, rien n'est autorisé, rien ne se fait dans ce pays, pratiquement. Et donc, à ce niveau, j'avoue qu'il y a une grosse préoccupation aujourd'hui dans notre pays. Je voudrais évoquer deux situations. La première situation, c'est la commission électorale indépendante. Mais cette commission électorale indépendante, elle a été dénoncée depuis sa mise en place comment dirais-je, en 2008, 2009 par là. Nous nous sommes mobilisés. À l'époque, j'étais président de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Nous avons dénoncé cette commission électorale pour dire qu'elle est phagocytée par les politiques. C'est dangereux. Et que si vous voulez mener un combat démocratique, confions la commission électorale à une entité qui n'a rien à voir avec le politique. Et on donnait à l'époque l'exemple de la RDC, la République démocratique du Congo, où le président de la commission électorale était un prélat, était un prêtre. Parce qu'il n'a pas d'ambition politique, il est bien placé pour arbitrer le jeu politique. Non, la classe politique ivoirienne ne nous a pas écoutés. Et donc, M. Ouattara a désigné, d'ailleurs même en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. Vous savez, le tout premier président d'une commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, c'était un acteur de la société civile. Hein, parce que l'histoire, elle est là, elle n'est pas loin. Il s'appelait Guy Honoré. C'est Guy Honoré, sous le coup d'État, sous la transition militaire, un acteur de la société civile. Il était président du GERDES. Et c'est M. Guy Honoré qui a présidé la commission électorale. Et on sait ce qui s'est passé en 2000. Parce qu'on avait les vrais résultats des élections lorsque Guy Robert disait qu'il avait gagné et finalement M. Guy Honoré a été intransigeant et il a pu donner les résultats de l'élection. Voilà l'indépendance de la société civile. Voilà l'indépendance d'une commission électorale qui assume. M. Ouattara refuse. Il a installé aujourd'hui, on a nommé, M. Gbagbo a nommé, c'est M. Gbagbo qui a nommé M. Youssouf Bakayoko. Et M. Ouattara refuse de le changer. Depuis que son mandat est terminé, il refuse de le changer. En dehors de la Côte d'Ivoire, il y a des observateurs internationaux. La Cour africaine des droits de l'homme a sorti un arrêt pour dire que la commission électorale de Côte d'Ivoire, elle n'est pas démocratique, elle n'est pas conçue selon les normes démocratiques. Il faut la changer. Aujourd'hui, l'arrêt continue. Je précise que cet arrêt est intervenu à la suite d'un procès. Un procès attenté à la Côte d'Ivoire par une structure de la société civile, APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Je voudrais saluer cette structure-là, dans laquelle j'ai présidé pendant 2 ans, où j'ai servi cette organisation, et je pense qu'aujourd'hui, elle est encore en train de faire du beau travail. Donc la société civile fait son travail. Elle a dénoncé la commission électorale indépendante. M. Ouattara ne veut pas bouger. M. Youssouf Bakayoko, son mandat est terminé, M. Ouattara le maintient. Les leaders politiques dénoncent, M. Ouattara maintient la commission électorale indépendante. Et c'est en ce moment-là que je vais m'adresser aux Ivoiriens et particulièrement à l'opposition ivoirienne. Mes chers compatriotes, si vous remarquez très bien, M. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire selon une politique de l'absurde. En tout cas, c'est le constat que nous faisons. C'est pour ça que je dis que 2018 doit être une année où nous allons devenir, mais nous allons acquérir une maturité politique, mais extraordinaire. M. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire par l'absurde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Ouattara fait exprès. Il sait qu'en ne changeant pas la commission électorale indépendante,
l'opposition ivoirienne qui se réclame du président Laurent Gbagbo ne viendra pas aux élections. En ne changeant pas le découpage électoral, en ne touchant pas aux listes électorales, il sait qu'on va critiquer et à la limite boycotter. Et lui, ça l'arrange. Quand l'opposition boycotte, mais ça l'arrange. Quand l'opposition refuse d'aller aux élections, il a le boulevard et après il va aller obtenir 98,98% de votes. Et il est président de la Côte d'Ivoire. Non. Je pense qu'à partir de 2018, nous allons réfléchir par 2 fois. Et 2020 sera une année décisive pour nous tous. Les Ivoiriens ne doivent pas continuer d'accompagner M. Ouattara. Il prend des dispositions pour écarter les autres et puis il est le seul à être candidat. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point que je voudrais aborder pour pouvoir lancer un appel aux Ivoiriens. La question de l'éligibilité ou de la candidature probable de M. Ouattara, un 3e mandat, soit. De plus en plus, depuis qu'il a changé la constitution du 1er août 2000, et donc le 8 novembre 2016, il a promulgué une nouvelle constitution. Selon cette nouvelle constitution, oui, M. Ouattara peut se présenter pour un 3e mandat. Il peut. Il pourrait. Mais selon la constitution, il peut. Très bien. Mais en ce moment, ce serait quoi? Ce serait une hypocrisie politique. Ce serait une hypocrisie démocratique. Ce serait une malhonnêteté politique, une malhonnêteté démocratique. Changer la constitution en vue d'un 3e mandat, la communauté internationale ne l'acceptera jamais. Et les Ivoiriens ne doivent jamais l'accepter. Et nous ne l'accepterons pas. Et c'est pour cela que je suis un peu triste de la sortie hasardeuse d'un homme de Dieu. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les hommes de Dieu, parce que je suis un homme de foi. Mais j'avoue que pour une fois, le révérend Ediemou Blaise Jacob me choque et me déçoit. J'ai connu personnellement le révérend Ediemou Blaise Jacob. J'ai eu à travailler avec lui au sein du collectif de la société civile pour la paix. Lorsque notre pays a été attaqué en 2002 par la rébellion et que le pays était paralysé, nous, acteurs de la société civile, nous nous sommes regroupés dans un collectif. Il était encore présidé par M. Guillaume Honoré. Je voudrais le saluer au passage. Parce que ce sont des personnalités, Guy Honoré, le professeur Bléou Martin, des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé. Parce que j'étais quand même membre de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme pendant 10 ans. Le révérend Ediemou Blaise Jacob, ensemble avec le bishop Benjamin Boni et l'imam Koudous, nous étions tous dans un collectif. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire. Pour dire quoi aux Ivoiriens? Pour dire que oui, il y a eu une attaque de rébellion, mais que les populations se tiennent loin de la crise politique. Et on a, à travers les tournées, on a fait le tour de toute la partie sud. Le pays était coupé en deux. On a fait le sud de la Côte d'Ivoire et après, nous avons pris des cars et nous sommes allés à Bouaké, on est allé dans la zone contrôlée par la rébellion. Et Ediemou Blaise Jacob était parmi nous. Mais aujourd'hui, mon révérend, si vous avez l'occasion d'aller au palais, mais dites à M. Ouattara qu'il y a des prisonniers qui sont là, à la Maka, depuis que M. Laurent Gbagbo a été renversé. Vous ne pouvez pas lui dire ça, mais je pense quand même qu'en tant que serviteur de Dieu, c'est dans les principes. Si Jésus était de notre ère, il serait allé voir les prisonniers politiques. Si Jésus était de notre ère, il serait allé voir les exilés au Ghana, au Togo, les Ivoiriens qui meurent tous les jours. Cela fait 10 ans que M. Ouattara est au pouvoir. On n'a pas vu un seul homme de Dieu aller à la Maka, aller au Ghana. Un homme en soutane, c'est son travail qui est là. Mais vous aimez toujours aller au palais. C'est-à-dire que les hommes de Dieu d'aujourd'hui, c'est toujours aller dans les palais pour se prononcer sur les actions du palais. Accompagner les hommes du palais. Demain, quand nous allons faire le bilan de la Côte d'Ivoire, nous allons situer les responsabilités d'un certain nombre d'hommes de Dieu qui sont toujours dans les palais et qui parfois ne donnent pas les bons conseils. Si M. Ouattara avait brigué un 3e mandat, et vous prétendez que Dieu vous a parlé, et Ediemou Blaise Jacob, Dieu vous a parlé? Vous avez vraiment prié Dieu, il vous a dit que M. Ouattara mérite un 3e mandat? C'est ce que Dieu vous a dit? Attendez, arrêtez de salir les religions, arrêtez. Et vous voulez vous rendre toujours complice des errances des hommes politiques. Et demain, quand il va y avoir des morts, vous allez dire quoi? C'est Dieu? C'est Dieu qui l'a voulu?
Parce que je vous avais déjà lu, vous avez dit, oui, si Ouattara est devenu président, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais le diable aussi peut. Hein? Alors, en tout cas, je ne sais pas comment vous avez fait vos études théologiques, mais d'où le catéchumène qu'on a appris, c'est que le diable, il se mesure parfois à Dieu. Donc, ce que Dieu est capable de faire, parfois le diable aussi peut le faire. Il faut bien réfléchir et aller bien demander à Dieu si c'est lui qui nous a dit de dire à M. Ouattara de briguer un troisième mandat. En ce qui nous concerne. Et c'est l'appel que je voudrais lancer en terminant ce propos. Je voudrais dire à mes compatriotes, il faut que nous atteignions une maturité politique cette fois-ci. M. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire par l'absurde. Jusqu'à aujourd'hui, la réponse que nous lui avons donnée, c'est une réponse de terre brûlée ou de tête brûlée. M. Ouattara ne veut pas changer la commission électorale. Allez, la Côte d'Ivoire, rien ne va marcher. Non. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'il va être là. Maintenant, M. Ouattara change la commission électorale. Il change le découpage électoral. Il change les listes électorales, tant mieux. Il ne change rien, on se mobilise pour qu'en 2020, M. Ouattara et son opposition partent de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, bonne et heureuse année à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.